Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo sur l'intelligence et on va essayer de répondre à la question: l'intelligence est-elle fixe? Il va y avoir une partie un peu plus théorique où je vais citer des articles, etc. et une partie un peu plus pratique où je vais m'appuyer sur des expériences de stage en fait que j'ai pu avoir grâce à mes études de psychologie. Donc c'est parti. Alors déjà, il y a des recherches qui ont prouvé que notre performance cognitive, elle variait au cours de la journée. C'est pour ça qu'on arrive plus ou moins, par exemple, à travailler le matin, ou il y en a qui préfèrent travailler le soir. C'est parce que notre performance cognitive sur une seule journée, elle varie énormément, selon les profils des personnes, selon comment on est habitué aussi, puisque beaucoup d'études l'ont montré. Le cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, il suffit de le programmer et une fois qu'on l'a programmé, ça passe plus ou moins tout seul. C'est pour ça qu'on conseille de prendre de bonnes habitudes, parce qu'une fois que les habitudes elles sont ancrées, le cerveau il est programmé pour que ces habitudes soient là et donc du coup ça devient moins difficile de mettre en place ces habitudes-là une fois qu'on les a, une fois qu'on en a fait des habitudes. C'est vrai qu'en psychologie, la différence intellectuelle entre individus, elle est étudiée depuis un petit moment déjà, mais c'est assez récent quand même qu'on s'intéresse à la performance cognitive d'une personne sur une même journée. Donc la performance intellectuelle, sur la différence en fait de performance intellectuelle sur la même journée, sur une seule personne surtout. Voilà, on a plus l'habitude de regarder entre deux personnes et là, de plus en plus d'études se concentrent sur l'individu en lui-même et sa performance intellectuelle dans une seule journée. Pourquoi elles se mettent à étudier ça? C'est comme par exemple quand on se dit « Oh mince, j'ai oublié mes clés » et vous êtes devant, vous savez, vous êtes devant votre porte, vous allez fermer à clé votre appart et là vous vous rendez compte que mince, j'ai oublié mes clés ou mince, j'ai oublié les clés de la voiture. Enfin, ce genre de choses, vous sentez le vécu bien évidemment. Et c'est pas parce que vous êtes tête en l'air ou quoi que ce soit, c'est parce que dans la même journée, cognitivement, on a des fluctuations. Les facteurs de ces variations, ça va être la durée et la qualité du sommeil, si vous êtes plus ou moins fatigué. Ça va être les émotions, le bruit et la fatigue cognitive. Alors par exemple, je vais vous donner un conseil, j'avais entendu ça à la radio, les gens qui comprenaient pas pourquoi quand on cherchait notre route, on avait tendance à baisser le son de la musique quand on met de la musique dans notre voiture. C'est tout simplement parce que cognitivement, on a notre cerveau, il est pris par la musique, etc. Et que du coup, quand on est perdu, automatiquement, notre cerveau il dit « Tu viens prendre cette chose qui vient prendre de l'énergie et de la place dans mon fonctionnement cognitif et tu me permets de me concentrer à 100% sur la problématique qui est retrouver son chemin. » Voilà pourquoi on baisse la musique automatiquement, tout simplement dans la voiture et vous voyez que le bruit fait partie des facteurs qui font fluctuer notre performance cognitive. Les chercheurs ils ont montré que pour comprendre vraiment l'intelligence de quelqu'un, c'était pas forcément de lui faire passer un test, même si on essaie de suivre tous les protocoles, etc. C'est rarement exactement la même façon de faire passer le test qu'on fait entre chaque individu. On essaie d'avoir les mêmes conditions de passation, mais l'individu en lui-même, il varie parce que par exemple, on va faire passer un test le matin, un test l'après-midi, entre-temps, il y a eu la matinée qui est passée pour celui qui l'a passé l'après-midi, et donc du coup, peut-être il est plus fatigué cognitivement que ce qu'il aurait été quand il l'a passé le matin. Vous voyez, même si on essaie de suivre un protocole vraiment strict, il y a quelque chose qui peut varier. Donc, les chercheurs, ils ont montré que vraiment, en fait, pour vraiment identifier et vraiment évaluer l'intelligence, que vraiment pour comprendre l'intelligence de quelqu'un, il fallait évaluer le même individu sur plusieurs tâches différentes et à plusieurs moments de la journée. C'est pour ça que dans beaucoup de conseils qu'on vous donne en studie, on vous dit identifiez vos phases de performance. Oui, en effet, c'est parce que comme on fluctue dans la journée, il faut identifier les moments où on est le plus performant pour pouvoir donner le maximum de soi quand on étudie. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de pouvoir les identifier, ces moments-là. Il y a aussi du coup beaucoup de chercheurs et d'auteurs qui ont placé beaucoup d'espoir dans les nouvelles technologies pour que l'individu puisse évaluer lui-même en fait ses moments de performance, mais aussi pour pouvoir essayer de voir quand est-ce qu'on est plus performant pour les élèves et les étudiants, afin de leur proposer peut-être les apprentissages les plus importants le matin s'ils sont plus performants le matin et l'après-midi s'ils sont plus performants l'après-midi s'ils sont plus performants l'après-midi. Alors ce qui est intéressant dans ce que les auteurs avancent ici, ce que les recherches avancent ici, c'est que au final, c'est pour rappeler qu'un test, c'est une photographie de votre intellect à un instant T, de vos performances intellectuelles à un instant T. C'est-à-dire au moment où vous avez fait passer votre test, vous êtes comme ça.
Ces recherches, elles montrent qu'on varie pendant la journée. Alors imaginons sur plusieurs années, forcément on va varier. C'est pour cela que, donc moi je vais vous donner des exemples là de mon stage en psychologie scolaire. C'est pour cela, et même sur d'autres structures de mes amis qui sont psychologues aujourd'hui, quand on va faire passer des tests à un enfant, il y a un âge où on peut commencer à poser réellement un diagnostic, donc pas les psychologues mais les neuropsychiatres, etc. Ils attendent un certain âge avant de poser réellement un diagnostic, parce que entre la maternelle et le CP, déjà l'enfant il évolue, l'intelligence elle évolue déjà juste là, parce que le cerveau continue à se développer, etc. Donc c'est tout à fait possible aussi que vous ayez eu un diagnostic entre guillemets de haut potentiel quand vous étiez enfant, et qu'aujourd'hui ce haut potentiel est moindre, pas forcément inexistant ou plus existant, et peut-être moins présent, dans le sens où vous avez peut-être moins d'écart que ce que vous aviez quand vous étiez enfant. C'est une information qui pour moi est hyper importante, que je me suis rendu compte dans mon stage, à rappeler. Surtout quand on travaille avec des enfants, je sais que c'était très important de pouvoir rappeler aux parents, de pouvoir rappeler aux professionnels qu'un test, c'est tout de même une photo à un instant T. C'est pas pour rien qu'on vous dit qu'un test psychotechnique, il est valable 2 ans. Parce qu'en 2 ans, déjà, il peut y avoir une modification qui peut être... ça va baisser, les performances vont baisser entre guillemets, parce que vous pouvez avoir les mêmes performances, mais vu qu'on vous compare à une autre tranche d'âge, vous pouvez être en dessous de l'échantillon de la tranche d'âge dans laquelle vous êtes maintenant, ou au-dessus, ou en plein dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que les tests ils sont valables que 2 ans, parce qu'on estime que c'est une photo à un instant T et que l'intelligence peut toujours évoluer, donc elle n'est pas fixe. Moi je trouve que c'est une information hyper importante à rappeler quand on fait passer des tests à des enfants, parce que parfois on peut voir quand les suivis sont mis en place, quand l'enfant par exemple il a une AESH ou ce genre de choses, ça lui a permis de faire des stratégies qu'on appelle compensatoires, et donc du coup de pouvoir rattraper ce léger retard qu'il avait ou ces difficultés qu'il avait, parce que justement par exemple le but de l'AESH c'est de donner des astuces, d'essayer au maximum que l'élève puisse se débrouiller tout seul plus tard, mais surtout de pallier à ce qui peut l'handicaper pour développer ses apprentissages. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, j'étais avec ma maître de stage, on était à une réunion où il y avait plusieurs professionnels et la famille de l'enfant, et on a une professionnelle d'une institution extérieure à l'école qui nous présente son bilan, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu tilté, mais en même temps, j'étais dans les études. Ma maître de stage, par exemple, n'avait pas tilté, mais j'ai posé la question, j'ai demandé à la personne si c'était la première fois qu'elle rencontrait l'enfant, parce que ça peut jouer, on l'a dit, les émotions, ça fait varier l'intelligence. C'est ce que je vous ai dit plus tôt, c'est ce que les recherches ont montré. Les émotions, le bruit, la qualité du sommeil, la durée du sommeil et la fatigue cognitive. Donc du coup, j'ai essayé de demander un peu plus de détails sur la passation, parce que c'est quand même aussi important. Il faut savoir que cette personne, elle avançait que l'enfant était totalement déficient et qu'il fallait le sortir du système scolaire. Il était en maternelle et il allait passer en CP. Le souci, c'est que l'école, eux, ils avaient un discours hyper positif en disant que depuis qu'il avait l'AESH, il était beaucoup plus dans les apprentissages, il était beaucoup moins en retard par rapport aux autres élèves. Il y avait quelques trucs où ça a pêché un peu, par exemple l'écriture, etc. Mais il était encore dans des suivis au niveau des yeux, il s'était fait opérer, etc. Donc c'est des choses qu'on se disait, que l'école se disait que ça allait évoluer au fil du temps, parce que là, c'est à ce moment-là, il se faisait opérer, à ce moment-là, c'était difficile. Peut-être plus tard, ce le sera un peu moins. Donc du coup, quand elle avançait que son test lui montrait les résultats comme quoi il était déficient, en plus en utilisant ce mot déficient qui est quand même très percutant. Voilà, quand on est psychologue, il faut aussi savoir choisir ses mots. On a la famille qui est présente, on a l'AESH qui est présente, on a la maîtresse qui est présente, et là on est en train de leur dire cet enfant, en gros pour eux, c'est vraiment ce qu'ils sont ressortis. Quand on a échangé ensuite avec l'équipe de l'école, eux, ils ont compris, il est débile en fait. Alors que nous, dans nos passations, il n'était pas du tout dans ça. Mais c'est vrai que la psychologue, par exemple, scolaire, comment fonctionne ma maître de stage, elle va d'abord rencontrer l'enfant, elle va faire une phase où elle va discuter avec lui, apprendre à le connaître, et ensuite, elle va lui faire passer le test pour que l'enfant soit déjà en confiance et que tu aies créé le lien de confiance en fait avec cet enfant. Donc on arrive à cette équipe où cette dame avance ses propos, comme quoi il est déficient. Et comme ça colle pas du tout avec les pronostics de l'école,
ma maître de stage décide de dire ben, moi j'ai pas du tout ces résultats-là, l'équipe a pas du tout ces résultats-là, etc. Elle nous répond donc qu'elle a fait passer ce test en une seule fois à cet enfant et que c'est un test non verbal parce qu'elle ne savait pas s'il était capable de parler ou pas. Bon, en soi, je comprends sa logique, je me dis ok, oui c'est vrai, tu sais pas si l'enfant il a du vocabulaire ou pas, c'est peut-être risqué de lui faire passer un test qui ne se base que sur le verbal. J'entends, mais c'est ce que j'ai dit à ma maître de stage après la réunion. Je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi faire passer un test non verbal à un enfant qui est malvoyant. Puisque du coup, tout s'appuie sur la vue dans les tests non verbaux. Et il avait un cache sur un œil, ce qui veut dire qu'il n'était pas à 100% de ses capacités déjà pour passer ce test. Ensuite, je lui ai dit, je trouve que c'est un peu dur parce que nous, on essaie de couper pour des petits, surtout comme ça de maternelle, la passation en deux. On fait quelques échelles, on va essayer de faire les principales à la première, les complémentaires à la deuxième, ou alors on va couper, on va faire d'abord, on rencontre l'enfant, on le relâche, ensuite on le reprend une deuxième fois, on fait passer les échelles pour que l'entretien ne soit pas trop long non plus parce que pour des tout petits c'est compliqué quand même de rester concentré longtemps, de travailler longtemps. Donc voilà, et donc lui, grande section de maternelle, je me dis, elle lui a fait passer un test non verbal alors qu'il a des problèmes de vue. En une seule fois, en un seul entretien, donc il découvre quelqu'un, découvre des lieux nouveaux, découvrir une nouvelle personne du coup, découvrir un test qu'il ne connaît pas. Enfin, j'ai trouvé ça un peu rude et c'est pour ça que ma maître de stage, ensuite quand elle a rencontré l'équipe, elle a dit écoutez, ne lâchez pas, nous on est d'accord avec vous, ma stagiaire a mis en lumière certaines choses que moi j'avais oubliées parce que je ne suis plus dans les études, parce que c'est vrai que quand on est à la fac, c'est vraiment quelque chose qu'on nous répète souvent, on nous dit les tests c'est une photo à un instant T. Les tests, c'est une photo à un instant T. Ce n'est pas véridique jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à la fin de la vie d'un enfant qui est en maternelle. Ça peut toujours évoluer, etc. Et donc c'est vrai qu'au final, des nouvelles que j'ai eues de cet enfant, c'est qu'ils l'ont laissé dans le cursus classique au lieu de le mettre en institution comme l'avait demandé l'institution en externe. Et il s'avère qu'il s'en sort hyper bien. Voilà, son AESH est là pour l'aider, pour pallier à ce qui pourrait l'handicaper, mais il s'en sort hyper bien. Il était très content de retrouver ses camarades de classe. L'école est très contente de lui. Il a bien progressé, il a bien fait. Est-ce qu'il va pouvoir aller, par exemple, dans une filière générale ou dans un collège classique sans dispositif d'aide ? Peut-être pas, mais au moins il n'a pas été sorti du système scolaire et il n'est pas déficient puisqu'il arrive à apprendre, puisqu'il continue à progresser, etc. Donc c'est vraiment, moi la conclusion que j'ai et que cet article montre aussi, c'est que au final, oui on peut te poser des chiffres sur ton intelligence, etc. Mais cette intelligence, elle fluctue avec le temps, surtout quand on vous a diagnostiqué enfant. Entre-temps, vous avez évolué, il y a des choses que vous avez pu se développer, etc. Aujourd'hui aussi, on parle aussi de beaucoup de sortes d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence performance cognitive, il y a d'autres sortes d'intelligence. Donc voilà. Pourquoi je trouve cet article intéressant, le fait de s'intéresser aussi à l'intelligence, que je trouve ça cool. Et pour les gens qui sont en psycho, vraiment rappelez-vous qu'un test c'est une photo à un instant T et que les tests ils sont valables 2 ans. C'est pour ça que souvent quand les parents ils vont faire des dossiers par exemple pour les demandes d'AESH, donc je vous parle de ce que je connais quoi, ils doivent refaire passer des bilans 2 ans après leur bilan ou pour monter les dossiers, tout ça on va leur demander de repasser des tests, etc. Parce qu'au final le test il est valable que 2 ans. Après 2 ans on estime que déjà de 1 il n'y a pas l'effet d'apprentissage par rapport au test, donc l'enfant en général a oublié qu'il avait déjà passé ce test, donc a oublié les réponses qu'il avait données et a oublié les réponses juste ou fausses, etc. Et en plus de ça, c'est montré que l'intelligence évolue. Donc en effet, par rapport à ce que je viens de vous développer, que j'ai pu voir dans mon stage, on se dit qu'en effet, au niveau des enfants, ça semble un petit peu obvious parce qu'ils sont en développement et que donc forcément ça évolue. Là, je trouve que l'exemple de l'enfant est beaucoup plus percutant dans le sens où forcément son cerveau il n'est pas fini de se développer, donc forcément il y a des choses qui peuvent évoluer et parfois non, voilà, parfois non, ça n'évolue pas. Je dis pas que tous les enfants à qui on fait passer des tests et qui sont faibles
deviendront fortes plus tard. Je dis juste que c'est l'exemple où on peut vraiment voir que ça fluctue, l'intelligence, enfin que l'intelligence fluctue, parce que même un enfant qui a très bien réussi sa maternelle peut très bien plonger en primaire, enfin ce genre de choses. Mais n'oubliez pas que dans l'étude, on a montré quand même que dans la même journée, enfin des auteurs ont montré que dans la même journée, déjà, notre performance cognitive, elle fluctue. C'est pour ça qu'on a des périodes où on est plus concentré et des périodes où on est moins concentré. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo sur l'intelligence est-elle fixe. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si des petites anecdotes pendant mes stages vous intéressent, si vous avez un peu des... Voilà, s'il y a des choses qui vous intéresseraient que je développe ou des petites anecdotes, etc. de psy, que vous avez envie que je vous parle, il n'y a pas de souci. Dites-le moi dans les commentaires. Bien évidemment, je ne donnerai pas le nom, le prénom des personnes de qui je parle, etc. C'est juste pour vous montrer, pour vous donner des exemples de choses qu'on peut rencontrer déjà lors de stages et lors de notre vie pratique en tant que psychologue. Et aussi pour appuyer parfois des études comme là je viens de le faire. Je vous ai montré un peu la théorie, ce qui est dit dans les études, et je vous ai montré sur le terrain des exemples, enfin un exemple où on voit qu'en effet, ce test de QI qu'elle lui avait fait passer n'est pas forcément une vérité vraie sur le long terme, et que donc l'intelligence, elle n'est pas fixe, elle ne reste pas la même de quand vous êtes petit, jusqu'à ce que vous grandissiez, etc. Je vous souhaite une agréable journée, nuit, après-midi, bon appétit, un bon goûter, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, et surtout, prenez soin de vous. Salut!